Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous faire visiter l'exposition qui a été créée par les archives du Bauhaus. Bauhaus, donc, c'est cette école d'architecture, cette école de design, cette école de beaucoup de choses, un peu mythique, qui a duré seulement 14 ans, mais qui est connue internationalement. Et donc cette exposition, elle a été créée grâce à un partenariat que l'on a avec la maison de Heidelberg et puis avec l'école d'architecture. Donc on accueille 100 retirages photographiques d'époque qui nous montrent ce que c'était que cette école extraordinaire à travers les portraits, à travers la vie au Bauhaus, à travers leur production d'objets et leur production architecturale. Et donc l'exposition, elle est montée à travers 4 thèmes qu'on voit ici: les portraits, la vie au Bauhaus, les objets et les photographies d'architecture. Et ces 4 premières photos, elles sont intéressantes aussi à voir, notamment la première et la dernière, parce que ce sont 2 photos qui montrent le travail d'un couple, László Molinowicz et sa femme Lucia. Et László Molinowicz, c'est un des grands maîtres, donc on peut dire un professeur, mais il les appelle des maîtres, un des grands maîtres de l'école du Bauhaus, et c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de formation de photographe, qui est un artiste plasticien, alors que sa femme, elle, a une formation de photographe et va devenir, à son arrivée au Bauhaus en 1923, le photographe officiel du Bauhaus. Par contre, elle aura un destin qui ne sera pas très heureux, dans le sens où, au moment où elle quitte l'Allemagne nazie, elle ne peut pas retourner chez elle récupérer son fonds photographique. C'est Walter Gropius, le créateur de l'école, qui récupère le fonds, qui l'utilise pour parler du Bauhaus et qui ne crédite jamais Lucia Mauly comme l'auteur des photos. Donc elle est obligée de porter plainte contre Walter Gropius pour récupérer son fonds et récupérer son nom sur les photographies. Et donc on va voir la suite maintenant de l'exposition. Donc ici vous avez les 4 thèmes dont je vous ai parlé: les portraits, la vie au Bauhaus, les photographies d'objets produits par le Bauhaus, et puis au fond les photographies d'architecture. Donc pour bien comprendre ce que l'on voit, je vais quand même resituer l'histoire du Bauhaus et puis resituer un petit peu l'histoire de la photographie, parce que les deux sont liés et ça permet quand même de mieux comprendre ce que l'on voit. Pour resituer l'histoire du Bauhaus, il faut en fait retourner un peu en arrière, il faut arriver à 1851. C'est la date de la première exposition universelle qui a lieu à Londres. Et à ce moment-là, les nations européennes se rendent compte qu'il y a une production industrielle d'objets du quotidien qui a démarré, qui est très importante, qui n'est pas forcément très qualitative. Mais du coup, les nations se rendent compte que le premier qui arrivera à marier la qualité esthétique et la production en grande série emportera évidemment beaucoup de marchés. Donc il y a une révolution qui se fait très rapidement, notamment en Angleterre et en Allemagne, avec un rapprochement de l'art et de la production industrielle. Et en Allemagne, ça va produire le mouvement du Werkbund, qui sera un peu à l'origine du Bauhaus. Et précisément sur le lieu de naissance du Bauhaus, qui est donc Weimar, il y a au départ, au duché de Weimar, une idée de relier l'école d'art et l'école d'art appliqué. Et le duché va aller chercher un très grand architecte de cette époque-là, un architecte belge, Henri van de Velde, qui va prendre la direction de ces 2 écoles et qui en plus va construire un très beau bâtiment pour abriter ces écoles, bâtiment qui sera ensuite habité par le Bauhaus. En fait, arrive la Première Guerre mondiale, montée des nationalismes, et évidemment, avoir un directeur d'école qui soit belge, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Donc Henri van de Velde quitte la direction de l'école. Au moment où Henri van de Velde quitte Weimar, il propose 3 noms, parmi lesquels celui de Walter Gropius. Et c'est le nom qui sera retenu. Walter Gropius, à cette époque-là, il a 36 ans. C'est un architecte qui a déjà une renommée européenne assez importante, notamment avec une usine, la Fagus-Werk, qui est une usine très intéressante, avec peut-être ce qu'on peut appeler le premier mur rideau, c'est-à-dire une façade tout en verre qui se tient toute seule. Et il propose donc de créer une nouvelle école qui, elle, va marier en une seule école l'école d'art et l'école d'art appliqué, et qu'on va appeler le Bauhaus.
Et donc ce Bauhaus, il va avoir à la fois des cours théoriques d'art et des cours pratiques d'artisanat avec des ateliers de menuiserie, de métallerie, de tissage, etc. Et l'idée de Walter Gropius, elle se trouve en fait dans le nom de l'école elle-même, du Bauhaus. Bien sûr, Bauhaus, si on le traduit littéralement, c'est la construction de la maison. C'est à l'intérieur de cette école qu'on va apprendre à construire un objet, l'architecture. Mais en fait, l'origine de ce nom, ça vient de Bauhut, qui est en fait le nom des guildes, des constructeurs de cathédrales, de ces petites équipes, ce qu'on pourrait dire un syndicat aujourd'hui ou le compagnonnage, ces petites équipes qui étaient hyper formées et qui savaient construire un objet extraordinaire qui était l'objet des cathédrales. C'est vraiment de là que vient le nom. Et la grande originalité du Bauhaus, donc c'est pas forcément de marier art et artisanat parce que ça existe ailleurs, mais c'est d'aller chercher les grands, ce qu'ils appellent les maîtres, donc les enseignants, les professeurs, dans le monde de l'art et dans le monde des très grands de l'art de cette époque-là, donc Paul Klee, Kandinsky, etc. Et aussi de croire dans l'entreprise des groupes, c'est-à-dire qu'on ne croit pas dans un individu génial, mais dans un travail de groupe. Et ça aussi, c'est très original, et toutes les différentes activités de l'école tournent autour du projet global. Contrairement à ce qu'on imagine, par contre, au départ, ça n'est absolument pas une école d'architecture. L'architecture arrive en 1927, donc très tardivement dans l'école, et la photographie elle-même arrive en 1928 comme un enseignement. Elle est présente dès l'origine, mais en fait, elle n'est enseignée qu'à partir de 1928. Quand on dit le Bauhaus, en fait, on devrait dire les Bauhaus, parce qu'il y a 3 écoles qui se succèdent, 3 périodes très différentes. Donc la première époque, de 1919 jusqu'à 1924, à Weimar. Et cette première période, Walter Gropius croit encore que l'on peut marier art et artisanat et n'est pas encore tourné vers l'industrie. Cette première époque se termine avec la montée de l'extrême droite au pouvoir de Weimar qui décide de fermer l'école. Deuxième école, elle se crée à Dessau, qui est une petite ville industrielle qui voit dans l'arrivée du Bauhaus le fait de se donner une image culturelle beaucoup plus intéressante et pourquoi pas profiter des productions du Bauhaus, en tout cas des dessins, pour nourrir l'industrie qui est sur place. Le Dessau apporte beaucoup d'argent, ce qui permet de créer une école toute neuve qui sera dessinée par Gropius, de créer des maisons pour les maîtres, pour les professeurs. Et là, c'est la deuxième orientation de l'école. L'école va se tourner vraiment vers le monde de l'industrie, donc art et industrie ensemble. Arrive en 1927 les premiers cours d'architecture. En fait, Walter Gropius va chercher un architecte suisse, Hannes Meyer, qui prend la direction de l'architecture dans l'école et qui va prendre la direction de l'école en 1928, parce que Walter Gropius est lassé des pressions politiques très importantes qu'il a à gérer depuis le début de l'école, depuis 1919. Et il a aussi plus assez de temps pour travailler sur sa propre architecture. Hannes Meyer est un architecte qui est ouvertement communiste. Donc il réoriente l'école vers vraiment la production populaire. Et évidemment qu'avec la montée du nazisme dans toute l'Allemagne et à Dessau, on lui demande de quitter l'école en 1931. On considère qu'il a politisé l'école. Et à ce moment-là arrive le 3e directeur, Ludwig Mies van der Rohe, qui est un très grand architecte à cette époque-là, qui a une renommée aussi européenne très importante comme Walter Gropius, qui a fait une partie de sa formation chez le même architecte, Peter Behrens, que Walter Gropius et que Le Corbusier aussi. Donc c'est quand même assez extraordinaire de voir chez un même architecte, on a 3 des plus grands architectes du XXe siècle. Et Mies van der Rohe va réorienter l'école pour qu'elle devienne une école d'architecture. C'est vraiment à ce moment-là qu'elle devient une école d'architecture. Il tient très peu de temps à Dessau, ils sont obligés de fermer l'école de Dessau, et donc 3e école du Bauhaus, elle va se trouver à Berlin, elle va durer à peu près 1 an et demi. En fait, il va trouver une ancienne usine de fabrication de téléphones désaffectés dans laquelle il va reloger l'ensemble du Bauhaus, orienté vers l'architecture, et malheureusement, avec la prise de pouvoir des nazis en 1933, l'école est complètement fermée, et les grands créateurs et les grands professeurs du Bauhaus vont migrer aux États-Unis, vont faire une carrière extraordinaire. Donc Gropius va devenir professeur à Harvard, Mies va prendre la direction de l'école d'architecture de Chicago, le AIT,
qui va en faire une école à très grande renommée. Laszlo Molyneich, que l'on a vu au début, va créer le New Bauhaus à Chicago, qui va durer très peu de temps, mais qui aura une très forte influence sur le design aux États-Unis. Albers va migrer aux États-Unis, etc. Donc on a vraiment tout un mouvement allemand qui va migrer aux États-Unis et qui va donner sa modernité finalement à l'architecture aux États-Unis. Il faut aussi retracer un petit peu l'histoire de la photographie pour comprendre ce que l'on voit autour de nous. Se dire que la photographie au départ, les premiers photographes sont des gens qui complexent vis-à-vis de l'art majeur qui est la peinture et qui du coup essaient de se rapprocher le plus possible de la peinture en faisant ce qu'on appelle des flous artistiques au moment du tirage, en se rapprochant du grain de la peinture, etc. Et finalement, il y a un mouvement qui naît en 1916 qui s'appelle la nouvelle objectivité, qui naît aux États-Unis, avec des photographes qui se disent que finalement c'est une nouvelle manière de voir le monde et qu'on va le prendre comme tel. Et donc ils font des photographies dont on hérite encore aujourd'hui, qui sont des photographies qui finalement sont extrêmement précises, avec des cadrages très précis eux aussi, et qui essaient de montrer le monde et montrer l'espace d'une manière nouvelle et finalement presque plus intelligible qu'avec l'œil. Un deuxième mouvement démarre dans les années 1920 qui s'appelle la nouvelle vision. Et là, c'est une approche artistique de la photographie dans laquelle on va retrouver notamment Laszlo Molyneich, mais on va retrouver Man Ray et divers artistes qui vont utiliser la photographie comme un outil pour faire de l'art. Et on va retrouver ce mélange dans l'ensemble des photographies que l'on voit ici. La photographie elle-même, donc elle n'apparaît au Bauhaus comme un enseignement qu'en 1928, mais par contre elle apparaît dès le début au Bauhaus comme un outil pour Walter Gropius pour diffuser les idées et pour diffuser les productions du Bauhaus, puisque le financement de l'école est en partie dû à la vente des objets et de tout ce qu'il fabrique à l'école. Donc au départ, il demande à des photographes extérieurs, professionnels, de faire ces photographies, et dès qu'arrive le couple Molyneich dans l'école, il confie à Lucien Moholy les photographies professionnelles qui sont destinées à faire vendre les objets. Donc elle devient le photographe officiel et c'est elle qui va photographier et va faire les photographies les plus emblématiques, les plus connues du Bauhaus. Après, les étudiants eux-mêmes vont assez rapidement accéder à la photographie pour deux raisons. La première, c'est que Lucien Moholy leur apprend à faire les tirages photographiques. Évidemment que si on ne sait pas faire un tirage photographique à cette époque-là, on ne peut pas être photographe. Et les premiers appareils photo portables sortent en 1925, on a le premier Leica. Donc évidemment, ça rend la photo beaucoup plus facile, ça permet beaucoup plus grande liberté, et on va le voir dans diverses photographies avec des plongées, contre-plongées, des cadrages très différents, etc. Et donc il faut se dire qu'il y a aussi la technique qui participe à ce que l'on voit. Et Laszlo Molyneich lui-même donne des conseils aux étudiants, mais ils n'ont pas de cours officiel. Le cours officiel, il arrive en 1928, où Hannes Meyer, donc le nouveau directeur de l'école, fait venir Walter Peterhans, qui lui va donner des vrais cours de photographie, et on verra que les productions des étudiants à partir de ce moment-là sont très différentes. Voilà. Donc ce qu'on peut reconnaître ici dans le travail des portraits, il y a certains personnages que l'on reconnaît. On reconnaît Walter Gropius ici. On reconnaît, alors reconnaître c'est un bien grand mot, on reconnaît ici Laszlo Molyneich. En fait, on ne le reconnaît pas. Pourquoi ? Parce que là, on est dans le mouvement de la nouvelle vision. Vous comprenez bien que ce n'est pas du tout une idée d'avoir un reflet de la réalité. C'est un travail artistique d'un portrait. Et en fait, le personnage que l'on voit, la tête de Molyneich, il s'est appuyé contre un vitrage. On voit ici la vitre qu'il a déformée. Et ensuite, c'est aussi un assemblage, un travail au moment du tirage qui fait qu'il y a cette photographie qui est une très belle photo, mais qui ne représente pas, qui ne permet pas de reconnaître Molyneich. On voit ici Georg Murre, qui est un architecte avec qui Walter Gropius travaille régulièrement, qui enseigne à l'école et qui va être l'auteur de la maison Haus am Horn, dont on reparlera, qui est en photographie de l'autre côté. On voit ici Paul Klee,
donc un très grand peintre et qui est aussi maître à l'école. On voit ici Lucia Moholy dans un autoportrait, donc la photographe officielle du Bauhaus. On voit ici Marcel Breuer. Alors Marcel Breuer, c'est quelqu'un qui a un parcours assez intéressant et assez symptomatique. Donc dans l'école, au maximum, il y a eu à peu près 160 étudiants, au minimum une centaine, et il y avait à peu près 40% de filles parmi les étudiants, ce qui était quand même pas mal pour l'époque, puisque malheureusement les études étaient assez peu ouvertes aux filles. Bon, au Bauhaus, quand même, on les orientait beaucoup vers les ateliers de tissage, malheureusement, et pourtant il y a eu des femmes qui ont fait des travaux absolument magnifiques, par exemple dans le monde du métal, on le reverra. Et Marcel Breuer, donc c'est un étudiant au départ, mais c'est un étudiant qui est très doué, notamment dans l'atelier d'ébénisterie. Il fait des meubles assez innovants et du coup, il devient très vite un maître, un professeur. Et c'est lui qui va être à l'origine d'une partie du mobilier, notamment en tube, qu'on verra, qui est aujourd'hui un mobilier un peu iconique. Il devient architecte assez vite, il migre aux États-Unis, il fait une très grande carrière d'architecte aux États-Unis, et en France, il réalise notamment 3 bâtiments très intéressants. Le premier, c'est le siège de l'UNESCO, dont il est co-auteur avec Bernard Zerfus, mais il est l'auteur principal. Il fait aussi le siège de IBM, entreprise américaine, à Lagode, à côté de Nice, et il fait aussi la station de ski de Flaine, dont il dessine l'ensemble des bâtiments, et qui est vraiment une station très intéressante. Et on voit le dernier professeur très intéressant, très influent, c'est Oskar Schlemmer. Oskar Schlemmer, c'est un professeur de scénographie et de corps dans l'espace. Et avec lui, les étudiants vont faire notamment des fêtes, parce qu'il y a beaucoup de fêtes dans cette école. Il y a l'amour libre, etc. Donc c'est une école qui est quand même très très ouverte. Et ils font ce qu'on appelle des ballets mécaniques, c'est-à-dire qu'ils se costument avec des costumes très géométriques, avec des masques dont je vous reparlerai dans une photographie. Et donc ensemble, ils font ces ballets mécaniques qui sont assez extraordinaires, avec de la musique, etc. et qui encore aujourd'hui sont vus comme quelque chose de très très moderne. Donc ici, deuxième panotage, vous voyez donc les photos de la vie au Bauhaus qui sont prises par les étudiants. Donc vous voyez bien évidemment, là on est dans un exemple du mouvement de la nouvelle vision, avec cette photographie qui est de 1932, donc c'est une photographie qui est prise après les premiers cours mis en place dans l'école, et on est à la fois dans la nouvelle vision, le surréalisme, vous voyez c'est une espèce d'autoportrait dans un miroir, avec une retouche en fait qui est faite ou sur le négatif ou au moment du tirage, mais qui est évidemment une retouche manuelle. Ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui, on ferait ça avec Photoshop. Ce qu'il faut identifier dans ces photos, c'est un auteur en particulier, Lux Feininger, dont on voit des photos par exemple ici, celle-ci qui est particulièrement belle, et puis celle-ci. Lux Feininger, c'est un étudiant, mais c'est quelqu'un qui est très très brillant sur le travail photographique et qui est très rapidement repéré par la presse allemande et qui de coup devient un photographe de presse, ce qui est un métier assez nouveau puisque la presse utilise quand même encore beaucoup le dessin, et il va rester jusqu'à la fin de ses jours professionnels, il va rester un photographe de presse. Troisième panotage. Donc là, on se retrouve sur les photos d'objets, essentiellement des objets produits par le Bauhaus. Il y a 2 photos qui sont particulièrement intéressantes, ce sont ces 2 photos-là, parce que ce sont des photos qui sont prises par Lucia Moholy, donc qui ont pour but de faire vendre les objets, et vous voyez qu'il y a très peu d'ombre portée, qu'il y a une mise en scène très précise, qui met en valeur les objets et qui permet de bien les comprendre. Mais en même temps, ces 2 photos, quand on les compare, montrent 2 périodes très différentes du Bauhaus. La période Weimar, qui est une période artisanale, avec des objets faits à la main, et puis la période Dessau, qui est une période industrielle, avec de la porcelaine, qui est faite à partir de moules et en grande série. Une troisième photo que l'on pourrait joindre, c'est celle-ci, qui est une photo beaucoup plus tardive, qui est faite par un étudiant de Walter Peter Hans,
Et on voit bien que là, on est sur un travail de recherche photographique et pas du tout dans l'idée de vendre les objets que l'on voit, ici des verres. Donc vous voyez qu'il y a une approche qui est très différente. Ici, on voit 3 travaux d'étudiants après l'arrivée de Peter Hans. Et on voit bien qu'on est dans de la recherche photographique. Ici, par exemple, pour arriver à donner la nature du tissu, malgré une photo en noir et blanc, d'arriver à déterminer la texture, etc. Et puis celle-ci, un travail plus difficile encore, sur le fond tramé d'un tapis, arriver à révéler le collier de perles, en plus ce sont des perles à facettes, qui plus est sur une rondelle de citron. Donc on voit bien que voilà, c'est un travail qui est très intéressant. On voit aussi des photos qui se rattachent au monde de l'imprimerie, tout simplement parce qu'au départ, la photographie est rattachée à l'imprimerie du Bauhaus, puisque la photographie est destinée à vendre, donc à faire partie des objets de diffusion que sont les livres, les revues, etc. Une photographie très intéressante, qui est très célèbre, c'est celle-ci. À plusieurs titres, elle est très intéressante. D'abord parce qu'elle montre le premier fauteuil qu'on dit Vassili aujourd'hui, mais qui s'appelait B3, en fait B comme Breuer, 3 comme modèle numéro 3. Il est très différent de celui que l'on voit, pas formellement, parce que c'est exactement les mêmes dimensions, etc., parce que vous avez une toile qui a été inventée par le Bauhaus, qui est une toile de coton qui mélange de la paraffine et de la cire, donc une toile à la fois assez souple, mais en même temps très solide. Et Marcel Breuer refuse d'utiliser le cuir parce qu'il considère que c'est un matériau qui est trop cher et que c'est un matériau qui est glissant. Donc c'est vrai que ce que l'on voit aujourd'hui finalement est assez différent. Deuxième point très différent, vous voyez sur la photo que derrière les épaules du personnage, il n'y a pas de tube, alors que dans la version définitive, il y a un tube transversal qui va permettre d'avoir une plus grande rigidité de la chaise. Autre point intéressant de la photo, vous voyez que ce personnage, qui est probablement la femme de Walter Gropius, c'est un personnage qui est habillé d'une très belle robe, avec un tissu qui est fabriqué par les tissages du Bauhaus. Dernier point, ce personnage a un masque, et c'est un des masques des ballets mécaniques d'Oskar Schlemmer. Et ce masque, il a pour but premier que l'on se concentre, évidemment que l'on s'interroge, mais surtout que l'on se concentre sur l'objet qui est à la vente, et finalement qu'on ne se concentre pas trop sur le personnage qui est montré sur la photo. Derrière nous, ici, c'est intéressant de comparer ces deux photographies. Vous avez ici une photographie qui est faite pour vendre un objet qui est fabriqué au Bauhaus, donc un verre à thé. Cette photographie, elle montre comment est assemblé ce verre à thé, en fait la partie un peu technique, et évidemment la version finale qui est très esthétique. La deuxième photographie, ici, évidemment que si on ne vous dit pas ce que c'est, si on ne vous dit pas que ce sont des bouteilles de thermos l'une à côté de l'autre, on ne peut pas deviner ce que c'est, tout simplement parce que c'est une photographie qui est une recherche artistique, qui arrive à montrer les reliefs, à montrer les contrastes, etc., mais qui n'est absolument pas là pour vendre un objet. Si on se rapproche maintenant du panotage des photographies d'architecture, on voit d'abord ici une photographie qui montre la deuxième école du Bauhaus. Donc c'est une école qui est dessinée par Walter Gropius, qui est construite en moins d'1 an, très rapidement, dans lequel les ateliers du Bauhaus participent pour la construction, participent pour les aménagements. Et donc c'est une école qui aura une renommée internationale, dont l'architecture sera copiée très régulièrement, etc. Et qui va accueillir donc le Bauhaus de 1926 jusqu'à 1931. Parallèlement à l'école, Walter Gropius va dessiner 4 maisons pour les maîtres de l'école, tout simplement parce que l'école se trouve un peu éloignée du centre-ville, donc ça permet de loger les professeurs de manière assez simple. Cette photographie-là, les deux photos en fait, ce sont des photos de Lucia Moholy qui seront réutilisées et réimprimées des centaines de fois dans divers livres et qui donc pendant très longtemps ne contiendront pas le nom du photographe-auteur qu'est Lucien Moholy, donc son nom reviendra malheureusement un peu tardivement. On voit ici donc la maison qui a été dessinée par l'architecte que l'on a vu au début, Georg Moore,
qui n'est pas la première maison qui a été faite par le Bauhaus. Il y en a une qui a été faite un peu avant, qui était une maison moins intéressante, la Villa Sommerfeld, qui était une maison en bois assez inspirée du travail de Frank Lloyd Wright. Celle-ci est vraiment la première maison, on pourrait dire, dans l'esprit Bauhaus. Donc elle est construite à Weimar en 1923. C'est un peu un prototype avec l'idée de pouvoir en faire d'autres. Et c'est aussi une espèce de showroom, puisque les aménagements à l'intérieur de la maison sont tous réalisés par les ateliers du Bauhaus. Donc on le voit ici dans cette photo intérieure, où on voit les tapis qui sont dessinés par les ateliers de tissage, on voit les meubles qui sont dessinés par Marcel Breuer, on voit une partie des lampes qui sont dessinées par Laszlo Molyneich. Donc c'est vraiment une œuvre d'art total qui marie l'ensemble des talents de l'école. Cette maison, elle a une très grande particularité, c'est qu'elle a ce qu'on appelle un plan centré. C'est-à-dire que vous avez un espace central, l'espace commun, l'espace où tout le monde se retrouve, qui va distribuer tout autour l'ensemble des pièces, les chambres, la cuisine, etc. En fait, il n'y a pas de couloir, il y a cet espace central qui distribue l'ensemble. Et pour que cet espace central soit éclairé naturellement, en fait, on va surélever le toit, donc c'est une toiture terrasse, et on va créer des fenêtres au-dessus que l'on va retrouver dans la photographie intérieure, ici, et qui vont éclairer naturellement l'espace commun qui se trouve au centre. Dans les autres photographies d'architecture intéressantes, on voit par exemple celle-ci, où donc là on n'est pas dans la nouvelle objectivité, on est dans la nouvelle vision, dans le fait que la photographie est utilisée comme un outil artistique, et on ne la comprend que si on se souvient qu'à cette époque-là, on fait des tirages photographiques à partir d'un négatif qu'on met dans un agrandisseur, on met un papier en dessous qui réagit, et ensuite qu'on développe. Donc là, tout simplement, on a mis deux négatifs l'un après l'autre ou l'un sur l'autre, et ensuite on a fait le tirage. Autre photographie intéressante, vous avez celle-ci qui montre évidemment, avec cet effet de contre-plongée, avec les étudiants qui sont sur le toit de l'école, que sans l'apparition des nouveaux appareils photo portables, il aurait été impossible de faire cette photo. Faire cette photo à la chambre, c'était quasiment impossible. Juste en dessous, on voit une photo qui montre l'intérieur des bâtiments du Bauhaus de Dessau, avec le mobilier qui a été dessiné par Marcel Breuer, avec ce fameux tissu de coton indéformable que l'on voit sur les chaises. Vous dire que ces bâtiments-là, on a la chance qu'ils existent toujours. Ils sont patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui au même titre que le château de Chambord. Et cette maison-là, elle a eu un destin qui aurait pu être tragique, puisque les nazis l'avaient achetée dans le but de la démolir en considérant que c'était un art dégénéré. Et la guerre est arrivée, ils n'ont eu ni les moyens ni le temps de la démolir, donc elle existe toujours. Elle a été restaurée et donc on peut aujourd'hui la visiter. Cette photo-là, elle montre une exposition du Bauhaus et elle montre un travail qui est en fait en transition, puisqu'ici on voit le mobilier de Marcel Breuer qui est encore un mobilier en bois, avec une influence assez forte du mouvement de Stil et notamment du travail de Gerrit Rietveld. Et après, évidemment, Marcel Breuer prendra son autonomie et fera un travail qui lui sera complètement personnel. Une photo intéressante aussi, c'est celle que l'on voit là-haut, qui montre vraiment le travail de la nouvelle objectivité. C'est une photographie de Walter Peterhans, donc du professeur de photographie. On voit donc une photo extrêmement nette sur l'ensemble des plans, ce qui veut dire une ouverture longue, un temps long de pause. Et on voit bien que cette photographie nous explique comment est fait l'espace, nous explique les différents matériaux employés. On voit très bien que le faux plafond, c'est un faux plafond en métal, on voit bien la brique sur le côté, etc. On voit bien que c'est une photo qui donne à comprendre l'espace et qui donne une compréhension qui serait presque supérieure à celle que l'on aurait si on était présent. Une dernière photographie très intéressante, même si elles le sont toutes, bien entendu, c'est celle-ci qui est une des rares photos, si ce n'est la seule de cette collection, où on voit un travail photographique en lien avec la conception architecturale, puisqu'on a des maquettes d'une tour, et en fait on utilise la photographie pour travailler avec la maquette et travailler les différentes échelles. Un dernier point important, c'est de se dire, est-ce que l'école a eu une descendance ? Alors l'école, elle a eu une première descendance, on l'a dit, aux États-Unis avec le New Bauhaus qui avait été créé par Laszlo Molyneich, qui a duré très peu de temps, qui s'est transformé en une école de design.
Et elle a eu une descendance en Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale. En 1953 s'ouvre une école à Ulm, qui durera jusqu'en 1968, dont le directeur est un ancien étudiant du Bauhaus, Max Bill. Et c'est une école qui aura une très forte influence, notamment sur le design, et notamment sur le design des objets de la firme Braun, qui à cette époque-là ont une esthétique extraordinaire et qui est directement issue de cette école. Aujourd'hui, le Bauhaus, il y a une école dans les anciens bâtiments du Bauhaus de Weimar qui s'appelle l'école Bauhaus, qui est aussi une école à multiples disciplines. Il y a une école d'architecture qui se trouve à l'intérieur des bâtiments de Dessau qui ont été rénovés seulement à partir des années 1976, tout simplement parce que les bâtiments du Bauhaus se trouvent en Allemagne de l'Est, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qu'à cette époque-là, Staline considère que c'est de l'art dégénéré, lui aussi, donc on tourne complètement le dos à cette école, et la reconnaissance arrive d'abord avec Khrouchtchev et avec une liberté un peu plus importante dans la pensée, et aussi avec une prise de conscience de l'Allemagne de l'Est, que finalement les retombées et la reconnaissance internationale de cette école, en fait, les retombées ne vont que sur l'Allemagne de l'Ouest, et c'est pour ça qu'ils prennent conscience que c'est un patrimoine assez extraordinaire, et c'est un patrimoine qui aujourd'hui est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Un dernier point, on va quand même évoquer les meubles que vous voyez ici. Donc vous avez ici la chaise. C'est une chaise qu'on dit chaise cantilever, ou en fait une chaise qui n'a pas de pied à l'arrière. Vous voyez, une chaise en porte-à-faux. Alors cette chaise est de Marcel Breuer, mais en fait l'inventeur de ce principe, c'est un autre étudiant de l'école qui s'appelle Mart Stam. Et d'ailleurs Mart Stam en veut beaucoup à Marcel Breuer et considère que Breuer lui a volé l'idée. Du coup, il y a plus ou moins un procès, en fait il y a une entente, et finalement les droits de cette chaise, qui est pourtant dessinée par Breuer, en fait, seront partagés entre Mart Stam et Breuer. Et cette chaise sera, comme les autres meubles de Breuer, au départ éditée par Breuer lui-même, qui comprend très vite qu'il peut avoir une renommée et avoir des retombées économiques. Donc il crée avec deux autres étudiants de l'école une petite firme qui malheureusement fera faillite en 1929. Donc du coup, ils vont confier les droits de leurs travaux à une firme très importante à l'époque, une firme qui est à la fois autrichienne et allemande, qui est la firme Tonnet ou Tonnet, qui fabrique, qui est très célèbre pour les chaises de bistrot en bois recourbé. Et donc Tonnet, qui souhaite entrer dans le monde de la modernité, édite ces meubles-là, qui à l'époque sont des meubles qui sont abordables, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ce sont des meubles qui se vendent relativement bien en Allemagne. Alors Tonnet édite aussi les meubles Le Corbusier, Perriand, Jeanneret, mais qui se vendent assez mal en France, donc ils seront arrêtés assez vite. Et cette chaise-là est toujours éditée par Tonnet aujourd'hui, on peut toujours l'acheter chez eux, bien qu'elle soit éditée aussi officiellement par un autre éditeur, Knoll, qui est un éditeur américain, qui lui a édité le reste du mobilier de Breuer. Le deuxième fauteuil intéressant, dont on a déjà parlé à travers la photographie, donc c'est ce fauteuil-là, qui est passé à la postérité sous le nom de fauteuil Vassili, donc le prénom de Vassili Kandinsky. Donc c'est le premier rééditeur après-guerre, qui est un rééditeur italien, qui a souhaité donner ce nom-là pour mieux vendre l'objet, tout simplement. Et bon, ça avait une cohérence, puisque Kandinsky aimait beaucoup ce meuble. Et donc c'est un fauteuil qui finalement s'est vendu sous la finition cuir, et qui au départ n'était pas en cuir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, ce sont des tubes cintrés. En fait, ça vient du monde de l'aviation, puisque l'aviation, on cherchait à avoir des assises qui soient les plus légères possibles. Et Breuer lui-même s'était adressé au départ à un fabricant de cadres de vélo pour pouvoir fabriquer ces meubles, et puis finalement le fabricant de cadres n'était pas intéressé, donc ils ont monté leur entreprise. Cet exemplaire-là, c'est un exemplaire Habitat, parce qu'en fait Habitat a reproduit par deux fois ce fauteuil en 1980 et au début des années 1990, avec une finition en cuir, elle aussi, mais avec un cuir qui est un peu plus fin, un peu moins raffiné que celui de Knoll, mais c'était du coup un meuble qui était beaucoup plus accessible que le fauteuil Knoll que l'on peut encore évidemment acheter aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.